Oui, bonjour, oui, je vous rassure, je ne suis pas matheux du tout, hein, donc ayez crainte. Et puis comme disait Patrice, là encore un petit effort, c'est vrai qu'après on a eu tellement de beaux exposés denses et passionnants. Moi je vais vous présenter plutôt un cas d'étude, donc j'espère qu'on va pouvoir souffler un petit peu. Je vais un cas d'étude en fait qui vient illustrer un des thèmes qui a été évoqué par Jacques Blondel ce matin, qui est la question de la traque à l'habitat. Alors, sous réserve que je puisse faire fonctionner correctement cette affaire, il faut appuyer où? Devant, là, comme ça? Non. Comment ça marche? Le rouge, ça fait pas de coup, apparemment, j'ai vraiment pas la tête. Ah non, mais je vais pour faire avancer. Ah oui, c'est à droite. Bon, ok, ça marche. Donc voilà, alors, donc traque à l'habitat. Face à cette question du réchauffement climatique, jusque-là, il y a deux réponses des oiseaux à cette pression du climat. Elles ont été évoquées. C'est le glissement des aires de distribution vers le nord et puis la remontée en altitude des aires de distribution, avec comme une hypothèse commune que, évidemment, à travers ces comportements-là, les espèces cherchent à rétablir un équilibre thermique avec leur habitat. Alors, on peut remarquer quand même qu'à travers la prolifération de travaux qui est là-dessus, puisqu'il y a des centaines et des centaines de publications, il y a quand même énormément de travaux. Bon, c'est pas grave. Voilà. Il y a énormément de travaux qui concernent les marges. Essentiellement, on a quand même beaucoup étudié ce qui se passait sur les marges amont, les fronts nord ou les limites supérieures. Mais en fait, on sait quand même assez peu ce qui se passe à une échelle intermédiaire, parce que dans un cas on raisonne à des échelles très vastes, type continentale, et puis quand on étudie un massif montagneux, on est souvent dans un cas particulier d'un massif. Mais à une échelle intermédiaire régionale, qu'est-ce qui se passe finalement, comment ça se comporte là au milieu? Alors, cette étude, cette approche-là, on peut l'avoir à partir d'un programme qui n'avait pas du tout vocation à approcher l'impact du changement climatique, mais qui existe depuis le début des années 80, fin des années 80 et début des années 90, qui a été mené avec l'Université de Bourgogne, et qui consiste à faire le suivi d'oiseaux de communautés, puisqu'on travaille à l'échelle de communautés, d'oiseaux nicheurs le long des cours d'eau de la Loire et de l'Allier, sur tout leur cours. Donc on a un point d'écoute, c'est des méthodologies standards, et puis tous les 5 km on fait un inventaire au printemps des oiseaux qui nichent le long de la Loire et de l'Allier. On a 200 points d'écoute sur la Loire, 90 sur l'Allier, et puis on a fait 4 campagnes en à peu près une vingtaine d'années sur la Loire, et puis 3 campagnes dans une quinzaine d'années sur l'Allier. Donc ça nous donne un descriptif de ces communautés, et puis de leur évolution dans le temps. Voilà. Alors, l'intérêt de ce type de suivi, c'est qu'il s'opère non pas dans un cadre administratif, type un atlas régional ou autre, mais là, le long d'un écosystème, et en plus qui est structuré comme un gradient. Alors ça présente un intérêt particulier, parce que les gradients le long des cours d'eau, il a différentes composantes. Évidemment, vous savez tous que c'est un grand gradient longitudinal, mais il a deux composantes principales, une composante paysagère, et on a des bassins versants qui sont à l'amont plus forestiers, donc des milieux plus fermés, puis plus on va vers l'aval, plus ça s'ouvre. Sauf que là, dans notre cas, on compte les oiseaux au bord de la rivière, et ce gradient paysager il est quand même assez peu contrasté, puisqu'on a quand même tout le long des rivières des espaces plus ou moins boisés. Donc un gradient, certes, paysager, mais peu marqué. Par contre, le gradient principal très fort qu'on a, c'est un gradient thermique qui est lié effectivement à la décroissance de l'altitude, et on en voit effectivement l'interprétation ici, l'augmentation progressive de la température à mesure que l'altitude diminue. Alors, les espèces le long de ce gradient, évidemment, se positionnent, et dans un même type d'habitat, par exemple, si on prend les communautés d'oiseaux qui habitent les milieux herbacés, eh bien on voit qu'on a une succession d'espèces, et puis des espèces qui sont associées aux milieux herbacés froids, comme les pistorchelles, des taches subalpins, voire alpins, et puis à l'autre bout, des espèces qui sont des milieux herbacés chauds, thermophiles, comme la cisticole des gens. Donc un gradient de thermophilie le long du gradient de la source à l'aval. Alors, la question qu'on se pose finalement, c'est comment les espèces qui se succèdent le long de la rivière vont réagir au réchauffement climatique. Alors le changement climatique, vous voyez qu'ici il est bien attesté, puisque là on a le profil que vous voyez tout à l'heure d'augmentation de la température de l'amont vers l'aval, et puis ça c'est dans la fin des années 80, et puis ici la même chose, mais une vingtaine d'années plus tard. Donc augmentation de la température tout le long du profil, et la question c'est finalement une espèce dans la distribution écosienne, enfin bon, à quelque chose près, mais enfin vous l'avez vu dans cette succession tout à l'heure,
et bien comment elle va déplacer, comment elle va répondre à ce réchauffement climatique pour aller rechercher par exemple du frais. Et là, le long des cours d'eau, c'est intéressant parce que la question finalement qu'une espèce peut se poser, c'est est-ce que je déplace mon aire de distribution le long de la rivière vers la montagne, vers l'amont pour chercher le frais, mais à ce moment-là, je vais vers le sud, ou est-ce que je gagne le nord, mais à ce moment-là, je descends dans la plaine. Donc c'est quand même relativement compliqué, et ça a un gros intérêt, du coup, c'est parce que ça décorrèle le facteur altitude et le facteur latitude. Donc c'est intéressant comme configuration, et évidemment, si les deux rivières avaient coulé du nord au sud, on aurait été très embêtés, puisqu'une remontée vers le nord aurait pu être aussi interprétée comme une remontée en altitude. Donc voilà, alors là on est dans une situation très favorable, et puis on va donc étudier ce qui se passe en caractérisant cette distribution par un paramètre. Alors là vous me pardonnerez, on pourra en prendre plein, des limites amont, des limites aval, etc. On prend le centre de gravité, le barycentre. Alors, c'en est un parmi d'autres, on va regarder, on a pu le calculer pour 85 espèces. Alors je ne l'ai pas dit, mais on ne travaille ici qu'avec les espèces terrestres. Bon, c'est un parti pris comme un autre. Il nous faut des espèces suffisamment abondantes et fréquentes pour pouvoir calculer un centre de gravité. Bon, il y a 115 espèces terrestres inventoriées dans l'ensemble de ces campagnes, et il y en a 85 pour lesquelles on a donc un barycentre calculé. Et qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe? On calcule finalement, si on considère l'ensemble de ces espèces qu'on a rencontrées sur la Loire, on a calculé le barycentre au début de la première campagne, et puis le barycentre à la dernière campagne. Et puis on regarde comment il se déplace par rapport, s'il se déplace vers l'amont ou s'il se déplace vers l'aval. On fait la moyenne donc, de ces barycentres pour toutes les espèces qu'on a rencontrées sur la Loire, 2 km, et puis sur l'Allier, 3 km. Autant dire que les barycentres ne se déplacent pas, quand on sait que la distribution de beaucoup d'espèces sur la Loire ou l'Allier, c'est des dizaines de kilomètres, voire des centaines de kilomètres. Donc, globalement, il n'y a pas de réponse. Pas de réponse des changements de distribution à l'échelle de la vie faune. Alors, ça vient en particulier du fait que, grosso modo, il y a autant d'espèces qui se déplacent vers l'amont que d'espèces qui se déplacent vers l'aval, et qu'au final, le résultat est presque nul. Et puis, il faut aussi noter quand même, ce qu'on voit ici, qui est tout à fait intéressant et qui a été souligné plusieurs fois au cours de ces journées, c'est qu'il y a une très grande variabilité de réponse. Vous voyez, l'écart type de ces moyennes est très très élevé, et donc on a une très grande variabilité de réponse selon les espèces. Alors maintenant, descendons un petit peu, si on ne considère pas l'ensemble de la vie faune, mais des groupes d'avifaune qu'on réunit par type d'habitat, qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai croisé deux types d'informations. Une information sur le déplacement des barycentres. Alors là, c'est le même raisonnement. On calcule un barycentre, le déplacement des barycentres dans un groupe d'espèces qui appartiennent à une même catégorie d'habitat, les espèces des vieilles forêts de montagne, des vieilles forêts de plaine, etc. On fait la moyenne des déplacements de ces espèces-là, et puis on regarde dans ce groupe-là comment ça joue dans l'espace. Alors on fait ça, mais on va le croiser avec un autre paramètre qui est le STI. Alors Jacques en a parlé ce matin, le STI c'est l'indice thermique spécifique. En gros, on considère que l'oiseau c'est un thermomètre, et que ce thermomètre, sa valeur c'est la température moyenne dans l'aire de distribution de l'espèce, l'aire de reproduction de l'espèce. Voilà, on a des moyens de mesurer ça. Donc on dit telle espèce, c'est un STI de tant de degrés. Alors, de la même manière, du coup, on peut calculer un STI moyen dans un groupe, dans un habitat, puisqu'on fait la moyenne des STI des espèces de ce groupe. Et puis on regarde la relation qu'il y a entre le STI moyen d'un groupe, et puis le déplacement moyen du barycentre. Et vous voyez que les espèces de montagne, donc marqué M par exemple, les vieilles forêts de montagne, ont tendance à se déplacer vers l'amont, et donc c'est des espèces peu thermophiles, et puis que les espèces thermophiles, celles des steppes par exemple, comme le dicnum, le perdrix rouge, etc., ont tendance à se déplacer vers l'aval, vers le nord. Et puis il y a tout un gradient. Alors ce qui est intéressant de remarquer, c'est que d'une part, cette tendance elle est significative, deuxièmement, qu'on a des tendances qui sont tout à fait analogues sur la Loire et sur l'Allier, donc on a un réplicat de nos observations, c'est pas juste un cas particulier de la Loire, c'est la même chose, ou pratiquement la même chose sur l'Allier. Et puis troisièmement, qu'il y a un effet qui est lié à la durée du suivi, et par exemple, plus le suivi est long, plus les espèces tirent dans un sens. On voit que les espèces de montagne, là voilà, les espèces de montagne sur la Loire, évidemment, se sont déplacées plus en 22 ans que sur l'Allier en 16 ans. Et de la même manière, ça tire vers l'aval avec les espèces de steppes pour la Loire en 22 ans que sur l'Allier. Voilà, et c'est grosso modo vrai pour les autres.
Donc on a des réactions quand même qui sont différenciées selon les groupes d'espèces. Alors si on passe au niveau des espèces, évidemment, c'est ce qu'on a souligné souvent, des réactions qui sont effectivement très différentes, mais on peut illustrer le cas des oiseaux de montagne, par exemple. On voit le glissement des aires de distribution, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement un centre de gravité qui bouge, on a l'ensemble de la distribution qui glisse. On le voit avec la mésange noire, par exemple, on a tout le profil là qui s'est décalé vers l'amont, hein, et puis de la même manière avec la mésange noire, etc., d'autres espèces. Donc on a un glissement des aires de reproduction en fonction de l'altitude. Et du coup, si on fait ça en plaine, pour des espèces de plaine, c'est plus compliqué de trouver de beaux exemples. Je vous donne celui du piquet-pêche. Alors vous voyez qu'ici, en fonction de la latitude, on a un glissement de la distribution du piquet-pêche vers les latitudes, vers l'aval, c'est-à-dire vers le nord, hein, aussi bien d'ailleurs sur la Loire que sur l'Allier. Alors là, prudence, mais j'en parlerai tout à l'heure, on pourrait simplement interpréter ça comme un glissement en fonction de la latitude, mais il faudra y revenir, on verra qu'il n'y a peut-être pas que les questions thermiques à considérer. Voilà, alors, la question à travers tout ça, c'est de dire au fond, on a des déplacements de distribution, mais est-ce qu'on est quand même bien sûr que c'est lié au changement de température, au réchauffement climatique? Alors pour ça, on a calculé, alors d'une part, on a deux thermomètres, en fait, on va mettre en relation deux thermomètres. Un thermomètre physique, hein, à partir de la base de données Safran. Le thermomètre physique, vous l'avez ici en rouge. On calcule la température sur le profil que je vous ai montré au début sur la Loire. On fait le deuxième profil à 20 ans plus tard. Et puis on calcule les écarts de température, station par station. Et on regarde comment varie ce réchauffement, finalement, dans l'espace. Vous voyez, c'est la courbe rouge. Alors vous voyez qu'ici, on a en gros un réchauffement sur l'Allier qui est de 1,3, 1,4 degrés, puis ça peut même monter en plaine beaucoup plus, jusqu'à 1,8 degrés. On a à peu près le même profil là sur la Loire. Et on utilise aussi le deuxième thermomètre, le thermomètre oiseau. Et là, on calcule un indice thermique communautaire, c'est-à-dire c'est la moyenne des indices thermiques spécifiques. Jacques en a parlé ce matin également. C'est-à-dire que pour un inventaire donné, on a une liste d'espèces. Chaque liste d'espèces, on a son indice thermique spécifique. On en fait la moyenne. Et on pondère par l'abondance, évidemment. Et on calcule cet indice communautaire au début du suivi et à la fin, et on regarde la différence. Et ce qu'on a indiqué ici, avec la courbe verte, eh bien, c'est la valeur de l'écart, c'est-à-dire le réchauffement de la vie faune dans l'espace. Et du coup, vous voyez qu'on a effectivement, la courbe verte est au-dessus du zéro, on a un réchauffement de 0,1 à peu près degrés sur 16 ans sur l'Allier. Et puis c'est un petit peu moins marqué sur la Loire, mais c'est significatif dans les deux cas. Et vous noterez au passage d'ailleurs que le coefficient, que la réponse des oiseaux au réchauffement climatique est très faible. Hein, les communautés répondent avec 0,1 degré au moment où les températures, elles, augmentent de plus d'1 degré. C'est-à-dire qu'il y a un coefficient d'un facteur 10 à peu près. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça nous dit qu'on a essayé de regarder, alors peut-être je vais revenir là quand même, on a essayé de voir à quel point était lié le réchauffement thermique, physique, et le réchauffement biologique des oiseaux. Alors, idéalement, alors on aurait été très heureux, mais ça ne se passe pas exactement comme ça, idéalement, on se serait dit, c'est formidable si ces deux courbes pouvaient être à peu près parallèles. C'est-à-dire que en fonction de l'intensité du réchauffement physique, thermique, climatique, eh bien, le réchauffement de la communauté d'oiseaux suivait exactement ce réchauffement-là. Et ce n'est pas exactement ce qui se passe. Il y a des moments où ça suit de manière assez étonnante, mais il y a des moments où ça ne marche pas. Et en particulier, là où ça ne marche pas, c'est en plaine. On voit clairement ici qu'il y a un réchauffement des températures très élevé, alors que le réchauffement des communautés ne suit pas du tout à hauteur de ce qui se passe du point de vue climatique. Alors ça, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais ça rappelle étrangement ce que Jacques a montré ce matin. C'est le travail qu'ont fait toute l'équipe de Bertrand sur le réchauffement des communautés forestières françaises, à partir des travaux de l'inventaire forestier national, et qui montre qu'en montagne, les communautés forestières se réchauffent en même temps que la température, elles suivent exactement ce qui se passe, alors qu'en plaine, les communautés forestières ne répondent pas au réchauffement climatique. Et que du coup, voilà. Alors, on a comparé l'écart, finalement, entre ce réchauffement climatique et ce réchauffement biologique. Et voilà ce que ça donne. Et du coup, on fait apparaître ce qu'on peut appeler une espèce de dette climatique, c'est-à-dire le retard que les oiseaux ont sur le réchauffement du climat. On fait la différence entre le réchauffement
hein, des températures et le réchauffement de la bifaune. Et si on figure ça en fonction de l'altitude, on voit, alors mettons quelques points de côté pour l'instant, mais on voit clairement que plus on monte en altitude, et plus la dette climatique des oiseaux est faible. Et ça, c'est vrai sur la Loire et sur l'Allier. Donc, il y a une pression du climat qui est apparemment beaucoup plus difficile à supporter pour les oiseaux de plaine que pour les oiseaux de montagne. Alors, là, si on voulait aller voir là, il faudrait aller voir sur des rivières qui ont des sources beaucoup plus hautes que la Loire et l'Allier, la Durance, enfin se trouver à 2000-2500 mètres d'altitude. Il n'est pas impossible, mais c'est des hypothèses, qu'à nouveau, la dette climatique augmenterait à très haute altitude. En tout cas, ça renvoie vers des problèmes qu'évoquait Bernard avec les tétras et avec la remontée des étages. Il y a un moment où les espèces ne peuvent plus se vivre. Enfin bref. Alors voilà, ça c'est le résultat principal que je voulais vous présenter et je conclurai là-dessus. Si on s'intéresse au changement de distribution des espèces, qu'est-ce qu'on observe? D'une part, que les distributions glissent le long de ces cours d'eau et que ces sens de déplacement sont très variables, ça c'est vrai. C'est un des problèmes avec les réponses au climat, c'est que c'est très très dépendant des espèces. Le deuxième point, c'est que ces changements de distribution sont en grande partie, on a tout le contexte, je vous l'ai dit, est très favorable à l'interprétation en faveur du réchauffement thermique, mais qu'il y a des circonstances dans lesquelles il faut quand même prendre en compte plein d'autres facteurs. Et le cas du piquet-pêche, et c'est là que j'y reviens, est quand même très emblématique. On comprend mal pourquoi le piquet-pêche glisse comme ça à sa distribution vers le nord. En fait, on a une interprétation qui est assez plausible, c'est qu'il y a une espèce forestière qui aime les stades forestiers âgés. Or, on sait que le long du cours aval de la Loire et de l'Allier, pour des raisons de dynamique fluviale, les ripisylves vieillissent. Et que là où il y avait des saulaies basses, voire des taillis de saules ou de peupliers, on est passé en l'espace de 15 à 20 ans à des vieilles forêts matures. Or ça, c'est des stades qui sont éminemment favorables pour le piquet-pêche. Et il est très probable que s'il a glissé vers l'aval, c'est parce qu'il est venu habiter des habitats nouveaux qui n'existaient pas avant. Donc, toujours cette question, évidemment, occupation du sol versus réchauffement thermique, c'est absolument indispensable d'élargir le champ des interprétations pour bien comprendre. Et puis, on valide quand même on répond en partie à la question initiale, c'est de se dire, mais quand les espèces réagissent un petit peu à l'intérieur de l'air, qu'est-ce qui se passe? Quel est le type de réaction, de réponse? C'est une réponse qui apparaît comme locale essentiellement, c'est-à-dire que localement, si je vais aller chercher le frais, je vais le chercher au plus près. Et alors c'est le cas en montagne, c'est très clair. Les espèces de montagne sont a priori beaucoup moins menacées que celles de plaine pour la raison suivante, c'est que le gradient thermique est très fort en montagne et que du coup en me déplaçant très peu, je retrouve très vite des températures plus fraîches et en plus c'est d'autant plus facile que les milieux sont beaucoup moins fragmentés, donc j'ai pas de difficulté à me déplacer le long des haies, des bosquets, etc. et qu'il m'est très facile en très peu d'espace de réajuster l'équilibre thermique. Donc ajustement spatial facile. Par contre, en plaine, c'est beaucoup plus compliqué pour les espèces. Parce que d'une part, le gradient thermique il est très faible. Pour arriver à gagner 0,1 degré ou 0,2 degré, etc., il faut remonter très très haut vers le nord, et donc ça fait des distances considérables. Et en plus, c'est particulièrement difficile parce que c'est dans des espaces qui sont très aménagés, les milieux sont fragmentés, donc c'est très compliqué pour les espèces. Et du coup, l'ajustement spatial est beaucoup plus difficile. Alors tout ça plaide en faveur d'un point de vue qui est assez peu documenté et argumenté, excepté peut-être aujourd'hui les travaux de Bertrand sur les forêts, c'est que globalement les oiseaux de plaine sont à moyen terme beaucoup plus menacés que, c'est une hypothèse, mais ils sont plus menacés que les oiseaux de montagne. Alors à très long terme, je ne sais pas, mais en tout cas les oiseaux de moyenne montagne seraient plus menacés que ceux de plaine seraient plus menacés que ceux de montagne. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, juste pour dire que ces travaux-là ont évidemment été faits avec beaucoup d'observateurs et puis appuyés évidemment, je l'ai dit au début, par l'Université de Bourgogne. Voilà, merci à tous. On va se permettre quelques questions auprès de Jean-Emmanuel Rocher. Moi j'apporterai juste un autre regard, c'est que sur la moyenne Loire et donc la basse Loire, on a aussi énormément d'évolution des paysages, plus que sur la haute Loire. Et pour ce qui est des oiseaux qui sont dépendants de la dynamique fluviale comme les sternes, ce qu'on observe aussi, c'est des inondations, des phénomènes de crues qui font que les nids sont ennoyés plus qu'avant. Et donc ce sont des oiseaux qui sont habitués à pouvoir faire une deuxième, troisième ponte. Mais actuellement, sur la partie Bourgogne-Franche-Comté, ce sont les colonies qui se situent dans d'anciennes gravières qui, elles, font des succès de reproduction. Et toutes les îles en dehors de l'île de Nevers n'ont pas de succès de reproduction.
Et pourquoi? Parce qu'avec le réchauffement climatique, les êtres humains se baignent plus souvent. Très honnêtement, on n'a jamais vu autant de pression de baigneurs cette année dans les cours d'eau de Bourgogne-Franche-Comté. Ça, c'est aussi une autre dimension indirecte du réchauffement climatique sur les espèces que tu n'as pas étudiées, mais ça corrèle. C'est qu'on va avoir aussi à étudier ces espèces-là. Et les enjeux maintenant sont d'à tout prix peut-être de gérer des gravières abandonnées, puisqu'il est interdit d'ouvrir de nouvelles gravières dans le lit de la Loire, dans l'espace de mobilité de la Loire. Donc on a un énorme enjeu aussi sur les espèces, pas que terrestres, mais sur les espèces qui sont liées à la dynamique fluviale. Bon. Je suis sûr qu'il y a plein de questions pour les amoureux des bords de Loire. C'est vrai, juste pour compléter ce que tu dis, c'est qu'il y a une approche qu'il faudrait faire, mais c'est pas si facile que ça à faire. Enfin, on commence à avoir vraiment les outils aujourd'hui avec le développement des images satellites, etc. Mais effectivement, il faudrait quand même être capable de quantifier l'évolution des paysages le long de ce gradient, hein, et de voir en termes d'hétérogénéité, de diversité, enfin il y a des logiciels qui font ça très bien, voir comment ça a évolué dans le temps. Parce qu'effectivement, il y a toujours cette composante autre que les composantes thermiques pour interpréter, notamment des changements de distribution qui peuvent être très sensibles à des données autres que climatiques. Oui, est-ce que parmi les espèces que vous avez, là vous avez utilisé le barycentre pour regarder la dispersion des oiseaux, est-ce qu'en regardant les espèces une par une, il n'y en a pas qui auraient augmenté leur variabilité, donc leur aire, et d'autres on aurait eu en fait une distribution bimodale avec certains qui partent, qui choisissent la stratégie en altitude et d'autres la stratégie vers le nord. Alors, bon, il y a plein de critères, hein, comme je disais au début, sur la mesure de la distribution. Il y a effectivement, on pourrait regarder comment varie l'amplitude de distribution, on pourrait regarder comment se déplace la limite amont, comment se déplace la limite aval, s'il y a corrélation entre les déplacements des deux limites, etc. Il y a plein de choses à faire, évidemment. Ça, on ne l'a pas fait. Je pense qu'il y a un contexte qui serait effectivement éminemment, enfin, il y a un type d'analyse qui serait éminemment intéressant. Ça serait de voir pour les espèces qu'on pourrait classer comme généraliste, en tout cas qui du point de vue du critère montagne pleine n'ont pas de soucis, c'est-à-dire qu'elles habitent aussi bien la plaine que la montagne, voir comment se déplacent leur barycentre à ces espèces-là. Parce qu'au fond, pour elles, c'est là qu'il y a l'incertitude maximum. Elles ont la possibilité d'aller d'un côté ou d'aller de l'autre. Et elles sont aussi bien d'un côté que de l'autre. Alors, est-ce que ces espèces-là, par exemple, sont particulièrement stables ou elles choisissent systématiquement plutôt de descendre ou systématiquement plutôt de monter? Et ça, effectivement, c'est des travaux qu'il faudrait faire, mais bon, voilà, il faut du temps, il faut de l'argent, il faut du moyen, etc. Donc voilà. Oui, alors des espèces à très grande amplitude, il y en a plein, je veux dire, la forêt tête noire, le merle, enfin les rouges-gorges, enfin même des espèces, oui. Alors, oui, il y a plein, toutes les espèces communes à très large amplitude, vis-à-vis notamment de la structure forestière, il y a plein d'espèces. Alors par contre, ce qui est assez étonnant quand même, qu'on a observé, c'est que, semble-t-il, les espèces de plaine n'ont pas tendance à monter en montagne. Il y a assez peu d'espèces de plaine qui profiteraient justement de ce réchauffement climatique pour dire, tiens, je vais aller coloniser un peu le Piémont. Et alors il y a tout un aspect là que j'ai pas évoqué, parce que là c'est aussi beaucoup de nouvelles analyses pour arriver à donner des résultats qui soient quand même convaincants. C'est que paradoxalement, ce qu'on observe, c'est que même si les espèces de montagne migrent vers l'amont, donc se présentent comme plus adaptables et moins exposées, il n'empêche que leur abondance régresse énormément. Et ça pose problème quand même, parce qu'on se dit, ça veut dire que c'est peut-être pas le climat qui est en cause du coup. Elles sont capables de réagir à la pression climatique, mais par ailleurs, il y a d'autres pressions qui s'exercent et qui font qu'elles régressent énormément. Et alors, elles régressent énormément, mais apparemment, alors ça si par contre on l'a montré mathématiquement, qu'elles régressent d'autant plus qu'elles sont au Piémont, c'est-à-dire qu'elles sont en limite de leurs conditions écologiques. C'est-à-dire qu'on retrouve à une échelle locale, c'est qu'on raisonnait à l'échelle de l'aire de distribution, c'est-à-dire que quand je suis aux limites nord, je suis aux limites de mes conditions, mais même si je suis à l'intérieur de l'aire, et bien quand je suis en Piémont, je suis aux limites de mes conditions et c'est là que je souffre le plus. Ça, c'est effectivement assez significatif, les oiseaux de montagne régressent plus lentement. Mais le problème qu'on a, c'est que pour les oiseaux de plaine, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que les oiseaux de plaine, ils restent, ils fluctuent, leurs abondances peuvent fluctuer en plaine dans le temps, mais par contre, elles régressent significativement au Piémont aussi, et ça paraît complètement étonnant.
C'est pas comme ça. Sans doute des questions paysagères à analyser, enfin, ce genre de problème. On accueille Thierry Castel.